aidé cette fois-ci par le Fonds monétaire international. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par le FMI. Il s'agit d'une aide financière à hauteur de 120 millions de dollars. Cette aide est donc destinée à être octroyée au Mali, alors même que le Mali est en train de clôturer une transition politique sur son territoire, mais également que l'on se souvient de cette séparation d'avec les pays occidentaux, mais également les différentes organisations, on peut le dire ainsi, occidentales. Pourquoi une aide du Fonds monétaire international? Peut-on lire à travers cette aide que le Mali est en difficulté financière? Peut-on également lire un abandon de l'UEMOA? Des questions auxquelles on tentera de répondre dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Merci à tous de nous regarder et de nous retrouver. Merci également à notre invité qui n'est nul autre que le docteur Edmond Katé. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Cassandra, bonsoir également à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous écouter. En deuxième partie, nous parlerons de la guerre sur le territoire africain, mais de comment les Africains pourraient se débarrasser de Washington. Merci encore, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. Regard panafricain démarre tout de suite. Le Mali serait-il en difficulté financière? C'est l'une des interrogations qui peut se lire au bout de toutes les lèvres depuis cette annonce avec le Fonds monétaire international d'une aide à hauteur de 120 millions de dollars qui ne représente peut-être rien du tout. Pour le Mali, en tout cas, c'est à vous qu'on va poser la question, docteur Edmond Katé. Voilà, après l'annonce de cette aide inscrite dans un certain contexte, évidemment, après cette visite d'une équipe du Fonds monétaire international sur le territoire malien entre les 21 et 26 avril dernier, eh bien, certains se demandent aujourd'hui si le Mali rencontre des difficultés financières si graves qu'il faille se rapprocher du Fonds monétaire international, considéré comme une organisation occidentale qui roule pour l'Occident, justement. Alors cette question pose un ensemble de, je vais dire, cela suscite plusieurs autres interrogations. Plusieurs autres interrogations. Et il ne faut pas la prendre de manière, je vais dire, il faut la prendre un peu de manière beaucoup plus profonde. Alors, est-ce qu'on part d'où pour en arriver là? Oui. C'est la première question qu'il faut se poser. Alors, dans votre propos liminaire, vous avez essayé de faire comprendre, n'est-ce pas, je vais dire, la trajectoire qui a été celle du Mali depuis un certain temps. Le Mali, du fait d'un ensemble d'attitudes assez hostiles à sa souveraineté, Oui. assez hostiles à son épanouissement, avait décidé de prendre un ensemble de mesures, notamment, n'est-ce pas, la mise à l'écart d'un ensemble de partenaires, notamment occidentaux. Le Mali estimait qu'il jouait un jeu pas très clair pour sa sécurité, la sécurité de son territoire. Et les informations glanées ça et là sur le terrain géopolitique laissaient quand même croire qu'il y avait un projet assez funeste pour le Mali et qui visait, somme toute, n'est-ce pas, à partitionner le Mali. Et donc, lorsque l'équipe qui assure la transition en ce moment est arrivée au pouvoir, ils ont fait un examen cursif de la situation et ils ont tout simplement compris que les partenaires, du moins ceux qui étaient à leur côté à l'époque comme partenaires et qui se donnaient une mission sécuritaire, une mission d'assistance économique et autres, n'étaient pas sérieux. Et donc, ça a contraint le Mali à se tourner vers d'autres partenaires parce que les gens ont tendance parfois à croire que le Mali n'avait poussé le unique partenaire que la Russie. Ce n'est pas vrai. Le Mali avait
beaucoup d'autres partenaires, notamment la Chine, du moins tous ceux qui constituent le socle, n'est-ce pas, des BRICS, la Chine, Oui. je vais dire la Turquie, l'Iran et beaucoup d'autres pays également. Et donc, le Mali avait donc, s'était donc inscrit dans l'axe de l'Est et plutôt que de l'Ouest. Et donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que est-ce que depuis lors, la rivière est tranquille, la rivière malienne est tranquille. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'entend pas du bruit qu'il n'y a rien en profondeur. Il se passe tout simplement que euh, les Occidentaux, comme à leur habitude, c'est pas des gens qui aiment perdre la face et Oui. ils s'avouent jamais vaincus. Même si vous ne voyez pas les effets, n'est-ce pas, je vais dire, de leurs agitations, il n'en demeure pas moins que ces effets se font ressentir d'une manière ou d'une autre. Et donc, depuis lors, ils ont quand même pris un ensemble de mesures de représailles à l'encontre du Mali, notamment en passant par un ensemble d'organisations sous-régionales. Et c'est comme ça que la CEDEAO est entrée en jeu. Ils ont décidé de prendre un ensemble de mesures de rétorsion, de répression. Ils ont bloqué les fonds, ils ont gelé les fonds du Mali, ils ont bloqué les fonds du Mali au sein de la BCAO et tout ça. Et à l'époque, pour se sentir moins étouffé, pour avoir une bouffée d'oxygène, le Mali avait décidé de payer, n'est-ce pas, sa dette. Et lorsqu'on a senti que le Mali avait les moyens de payer cette dette-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué ses fonds. Et donc, ce qui fait que ça un peu, ça réduit, n'est-ce pas, l'oxygène au niveau, je vais dire, de l'instance décisionnelle du Mali. Ils ont dû, n'est-ce pas, tant bien que mal, se battre pour essayer de maintenir un peu le cap. Mais c'était, il faut le dire, c'était très très difficile. Vous savez, on ne peut pas vous attacher les mains et les pieds et vous obliger à faire un bond de 2 mètres. C'est quand même un peu difficile. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, depuis lors, ce qu'il faut savoir, c'est que des actions en sourdine sont prises au jour le jour pour essayer un peu de contraindre le Mali à revenir sur la table des négociations. Et donc, on a dû fermer un certain nombre de robinets, on a dû bloquer. Et vous savez très bien que le partenaire phare, le partenaire principal du Mali, qui est la Russie en ce moment, est sur un front assez compliqué. Et donc, ça... Qui aussi fait les frais des politiques de sanctions occidentales. Exactement, Oui. exactement. Et donc, il faut savoir que la Russie s'est vue bloquer plus de 600 milliards de dollars et plus de 250 millions d'euros dans les différentes... ça sont ses réserves de change qui étaient dans les différentes banques, n'est-ce pas, occidentales. Une partie était à la BCE et une autre partie était justement au niveau de la Federal Reserve of America. Et donc, tous ces fonds-là ont été gelés. J'ai eu dit dernièrement que unilatéralement, les Occidentaux avaient décidé d'allouer ces fonds-là à la reconstruction de l'Ukraine. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est pour dire que la Russie, en ce moment, est quand même obligée de revoir à la hausse son budget militaire par rapport, n'est-ce pas, à la crise, aux opérations spéciales déclenchées du côté de l'Ukraine. Et vous savez que les Occidentaux, ils ne lâchent pas prise. Vous avez vu dernièrement, il y a eu un budget de 93 milliards qui ont été 91 milliards de dollars votés au Congrès américain avec 62 ou 63 milliards, n'est-ce pas, pour armer lourdement l'Ukraine. Ça veut dire que le front va s'élargir davantage, ça va se corser davantage de ce côté-là. Et donc ça contraint également la Russie à revoir un peu un ensemble, n'est-ce pas, de stratégies et à revoir un peu, je vais dire, le budget alloué, n'est-ce pas, aux opérations militaires. Alors, étant déjà un peu engouffré dans ce front-là, ce serait difficile pour la Russie de pouvoir, je vais dire, appuyer, n'est-ce pas, solidement ses partenaires, ses différents partenaires ça et là dans le monde, parmi lesquels le Mali. Et donc, ils ont réussi à réduire
drastiquement l'oxygène du côté du Mali et ça peut expliquer un peu pourquoi est-ce que le Mali s'est tourné vers... Maintenant, ce qu'il faut comprendre, parce que généralement, comme beaucoup de gens ne sont pas au fait, n'est-ce pas, des opérations financières avec ces institutions internationales, Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit, je vais dire, prêt ou je sais pas trop quoi avec le FMI, il faut savoir que ça se structure de plusieurs façons. Ça peut être une restructuration de la dette, justement parce que le Mali, qui n'arrivait pas, du fait de tout ce que j'ai évoqué, supra, n'arrivait donc pas à honorer ses engagements. Ça peut se passer que, bon, les deux partenaires ont décidé que, bon, écoutez, pour que vous ne tombiez pas sous le coup d'une cessation de paiement, on peut racheter votre dette, la restructurer et vous donner le temps de payer. Donc, tant qu'on n'aura pas, n'est-ce pas, de manière profonde sur quelle est la nature de la transaction, on ne peut pas savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, je penche plus, puisque je n'ai pas le dossier en main, je ne l'ai Bon, pas le lu. FMI parle d'un guichet pour des chocs mondiaux, si on peut le dire comme ça, des chocs exogènes au FMI, et décide donc d'octroyer 120 millions de dollars au Mali, car le Mali ferait partie de ces pays qui subissent justement des chocs sur le plan mondial. Justement, c'est pour ça que je dis, dit comme ça, Oui, c'est un peu vaseux. Oui. C'est vaseux, ça ne se comprend pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle du service de la dette, généralement, c'est un fragment de votre budget que vous prélevez pour pouvoir assurer le service de la dette. Et très souvent, lorsque vous faites face à des contraintes budgétaires qui ne vous permettent pas de dégager cette quotité de votre budget pour pouvoir assurer le service de la dette et répondre à vos exigences de souveraineté, vous pouvez vous entendre avec le partenaire multilatéral ou bilatéral, ça dépend. Vous pouvez vous entendre avec le partenaire pour que il vous accorde des facilités, c'est-à-dire que l'argent que vous auriez dû prélever pour assurer le service de la dette, on vous accorde ça comme un nouveau crédit pour que vous puissiez, n'est-ce pas, faire face à vos exigences de souveraineté, notamment l'investissement public, le fonctionnement public et d'autres contraintes, n'est-ce pas, budgétaires. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tant que vous ne rentrez pas en profondeur, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous entendez le FMI a accordé des facilités, ne croyez pas toujours que c'est de l'argent qu'on porte pour vous donner. Ça peut tout simplement vouloir dire que non, si vous avez l'habitude de payer, je dis n'importe quoi, 10 milliards tous les mois, gardez ces 10 milliards-là, ou alors sur les 10 milliards, donnez-nous uniquement le tiers du 10 milliards, c'est-à-dire peut-être 3 milliards, vous gardez les 8 autres pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à vos obligations nationales, notamment en termes d'investissement, en termes de fonctionnement et en termes, par exemple, de salaires et autres. Donc, ça peut être dans ce sens-là. Il peut également arriver que ce soit effectivement des facilités de décaissement, c'est-à-dire que le FMI peut mettre une enveloppe à vous. Ça peut être même un paquet qui est constitué de tout ça, c'est-à-dire on dit une partie c'est ceci, une partie c'est peut-être que vous allez prendre, vous n'allez pas assurer le service de la... Mais en sus, nous allons encore vous accorder une enveloppe supplémentaire tant il est que vous faites face à des contraintes budgétaires beaucoup plus sérieuses. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi, il faudrait chercher un peu à comprendre la nature de la transaction entre le FMI et le Mali pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Et à partir de là, on peut savoir si oui ou non. Mais ce que je pense, c'est que le Mali n'est pas en cessation de paiement. Le Mali n'était pas en situation de cessation de paiement. Le Mali fait face, n'est-ce pas, à des problèmes comme tous les autres pays. Effectivement, lorsque le FMI parle, n'est-ce pas, de choc exogène, il y en a de très forte amplitude même. En ce moment,
ce n'est pas l'apanage d'un seul pays, ce n'est même pas l'apanage des seuls pays africains, même en Occident, c'est pas la grande forme. Vous savez, dernièrement, par exemple, vous avez suivi avec comment les Français ont plastronné après que les agences de notation, notamment Moody's et l'autre, ont décidé de maintenir la note, n'est-ce pas, de triple A à la France, parce que, eu égard à leur niveau d'endettement maintenant et leurs actifs qui sont inférieurs à leur dette publique, normalement la note de la France doit baisser. Ils ne méritent plus le triple A parce qu'ils sont quand même à plus de 3500 milliards d'endettement public et qu'ils sont également à près de 120%, n'est-ce pas, d'endettement par rapport à leur PIB. Et tout ça, ils n'ont pas une croissance qui dépasse 0,1% et 0,5% autant pour moi, et en perspective négative, c'est-à-dire que lorsqu'on scrute l'horizon, lorsqu'on scrute l'avenir, on ne voit pas que dans un avenir proche, il pourrait, n'est-ce pas, relever la pente. Mais malgré tout, on a décidé de maintenir les deux agences de notation, notamment Moody's, Standard & Poor's et Fitch ont décidé de maintenir la note de la France à triple A. Donc, c'est pour dire que c'est tout le monde qui est un peu en difficulté en ce moment. Donc, ce ne serait pas étrange. On ne pourrait pas dire que le Mali fait cas de mauvaise école. Merci docteur. Merci Edmond Kouyaté. C'est mieux. Alors, je m'en suis souvenu. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une manœuvre du Fonds monétaire international pour continuer de classer le Mali dans les pays dépendants de ce Fonds monétaire, mais également parmi les pays, c'est vrai, on a parlé de choc exogène et tout ce qui va avec, mais parmi les pays pauvres, incapables de s'autogérer financièrement, ou alors incapables simplement de faire face aux difficultés financières. Parce que lorsqu'on regarde également la sortie de la chef du FMI du côté du Mali, tout ce qui est mentionné, c'est que le Mali traverse des énormes difficultés financières, a du mal à se ravitailler en courant électrique et autant de choses qui tendent à donner l'impression que la gouvernance du colonel Assimi Goïta n'était pas la meilleure solution. Vous savez, une des choses que les Occidentaux ont réussi le mieux, une des choses dans un des terrains sur lesquels ils excellent avec brio et maestria, c'est le terrain de la manipulation. Et pour la gouverne de vos auditeurs, il serait mieux qu'on définisse un peu ce que c'est que la manipulation, parce que ce sont des termes, des terminologies qui ont parfois l'air très triviales, mais les gens ne comprennent pas la profondeur des choses. Oui. La manipulation consiste en quoi? Ça consiste en, je vais dire, vous poussez à la faute et vous reprochez votre réaction après. C'est-à-dire, on fait tout pour vous pousser à la faute, je vous provoque, je vous pousse à la faute, et lorsque de manière humaine et instinctive vous réagissez, je suis le premier à mettre en l'index votre réaction et à vous faire passer pour le méchant, pour le mauvais. C'est ça la manipulation. Et cela, là-dessus, il faut savoir que les Occidentaux ont beaucoup travaillé ce côté. Ils excellent là-dedans, ils ne font que ça. Et ce n'est d'ailleurs que de cette façon qu'ils ont réussi à vassaliser une bonne partie du monde, notamment l'Afrique et beaucoup d'autres pays dits du tiers-monde. Le terme n'est pas de moi, c'est des terminologies que j'aime pas beaucoup, mais bon, puisque c'est comme ça qu'on nous a habitués. Donc, c'est de cette façon qu'ils ont réussi à tenir un peu en laisse beaucoup de pays à travers la manipulation. Je vous ai dit tout à l'heure que entre le moment où Assimi Goïta et son équipe, entre le moment où ils accèdent, n'est-ce pas, à la gestion des affaires du Mali, et ils affichent leur volonté d'asseoir quand même un certain socle de souveraineté au Mali et, n'est-ce pas, de mener une certaine mission de reconquête du territoire du Mali. Et ils ont compris que cela passait forcément par l'abandon d'un ensemble de choses, parmi lesquelles les missions sécuritaires menées avec beaucoup de tartufferie par ces Occidentaux-là, avec en tête la France et ses amis. Ça a choqué beaucoup de personnes.
parce qu'il venait mettre en déroute des stratégies qui avaient été implémentées, qui avaient été mises en place et qui ne visaient qu'une seule chose, l'accaparement, n'est-ce pas, de tous ces pays-là. C'est ce qu'on appelle généralement le plan de recolonisation. Parce que sous le fallacieux prétexte, n'est-ce pas, de mener une mission sécuritaire, la lutte contre les terrorismes et autres, et pendant 10 ans, on n'a pas vu 2-3 terroristes mourir, mais on voyait les terroristes, n'est-ce pas, grignoter chaque jour un peu plus le territoire malien au point d'occuper presque 70% du territoire malien. Alors, derrière tout ça, il y avait un projet, il y avait une ambition. Et si vous voyez les partis que les terroristes gagnaient, c'était des partis qui avaient un sous-sol assez riche. Et donc, derrière tout, quand Assimi Goïta arrive et affiche son ambition avec son équipe, ça ne peut que créer un choc, ça ne peut que créer. Et donc, même quand il demande à ces gens-là de partir, les Occidentaux ont cette manie de partir sans jamais partir. Et donc, croyez-moi, ils sont restés. Ils restent à travers des bras séculiers qu'ils ont formés. Vous avez par exemple vu le rôle du président ivoirien. C'est lui qui, au mépris, n'est-ce pas, de la charte de fondation de la CEDEAO, a imposé un certain nombre de sanctions qui n'avaient pas lieu d'être. Il est allé jusqu'à geler, je vous l'ai dit, on a gelé les fonds maliens. Donc ça n'existe pas. C'est une libre association, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrainte à adhérer à l'UEMOA et à la CEDEAO. C'est une libre association. Et ils n'avaient pas prévu, les pères fondateurs n'avaient pas prévu que si le jour où on est un peu fâché avec quelqu'un, on va l'étouffer, on va le suffoquer, on va lui foutre la tête dans le sac et puis attacher. Ils n'avaient pas prévu ça. Et donc, M. Ouattara et ses compagnons, sous le diktat de M. Macron, ils ont quand même décidé d'imposer des sanctions et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué de manœuvrer en souterrain pour prouver que Assimi Goïta faisait fausse route. Puisqu'entre-temps, pour mener à bien sa mission sécuritaire et atteindre, n'est-ce pas, l'ambition qu'il s'était donnée de reconquérir le territoire malien, il s'était attaché, n'est-ce pas, les services de la Russie et de l'Iran et de la Turquie, qui étaient, n'est-ce pas, ses grands partenaires sécuritaires et qui s'assuraient qu'il ne manque pas, n'est-ce pas, du nécessaire militaire pour pouvoir assumer cette mission. Et ça a créé un chamboulement géopolitique parce que je dois vous rappeler que si vous avez vu l'attitude assez dédaigneuse de M. Macron ces derniers temps vis-à-vis de la Russie, les gens ne comprennent pas la corrélation qu'il y a entre, d'une part, la perte de sa zone d'influence en Afrique et l'attitude assez... comme je le disais tantôt, voilà, vis-à-vis de la Russie. Il est le seul qui, n'est-ce pas, en contradiction avec ses partenaires occidentaux, il est le seul qui pense qu'aujourd'hui même il faut aller jusqu'à envoyer les troupes, n'est-ce pas, en Ukraine pour combattre la Russie. Il ne se gêne pas, n'est-ce pas, de penser qu'il faille aller jusqu'à une troisième grande conflagration mondiale, tout simplement parce que il sait ce qu'il a perdu en Afrique et avec le soutien de la Russie. Donc, il croit qu'il faut en découdre. Il faut trouver un autre terrain géopolitique pour en découdre définitivement avec la Russie. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même sans l'avis des autres membres de l'Union européenne, il prend des décisions, il dit des choses. Et en ce moment, il est en train de parler d'une affaire de il faut mettre le nucléaire à la disposition de tout le monde et tout ça. Bref, il est un peu presque perdu. Et donc, croyez-moi, ils vont pas rester tranquilles. Et donc, derrière, il y a beaucoup de manipulations. Et l'objectif principal, c'est de démontrer que M. Assimi Goïta et son équipe, ils ont échoué, que ce sont pas les bonnes personnes. Il faut démontrer aux yeux non seulement des Maliens, mais du monde entier, que nourrir une telle ambition est périlleuse et pernicieuse pour la nation. Il faut décourager quiconque dans un autre pays voudrait, n'est-ce pas, se lancer dans la même voie. Il faut décourager toute initiative, toute ambition qui pourrait naître ça et là, parce que si jamais on laisse prospérer une telle ambition,
une telle mission, Oui. cela pourrait servir, n'est-ce pas, je vais dire, d'exemple. Et cette fois-ci, si c'est copié un peu partout ailleurs, si ça crée un effet domino, et dans toutes les colonies, dans tous les enclos coloniaux français, vous comprenez très bien que cela pourrait être très très dommageable pour la France qui, in fine, pourrait se retrouver à perdre totalement, mais alors complètement et entièrement sa zone d'influence en Afrique. Et vous savez les conséquences qui vont avec. Oui, C'est-à-dire que si la France perd la main véritablement sur sa zone d'influence, ça veut dire qu'elle perd la main sur un ensemble de ressources stratégiques qui lui permet, n'est-ce pas, de garder également son statut au sein du Conseil de sécurité et dans le classement mondial des grandes puissances. Donc, la France va manœuvrer. Vous avez vu dernièrement, il n'y a pas que le Mali, vous avez vu dernièrement que M. Touadéra a été obligé, n'est-ce pas, de se rendre en France pour, dit-il, des négociations d'un nouveau départ avec la France et pour un partenariat plus juste, plus équitable. Bon, en fait, ça c'est la phraseologie, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement parce que en background, on a tellement manœuvré pour lui mettre les bâtons dans les roues et empêcher et décourager toutes les initiatives d'indépendance et de souverainisme qu'il a engagées. On a tout découragé et comme je l'ai dit, le partenaire qui aurait pu, n'est-ce pas, sur un certain plan, aider en ce moment, c'est la Russie. Mais du fait des sanctions, vous savez qu'il n'y a pas de transfert de fonds possible entre la Russie et l'Afrique, du moment où la Russie n'est même plus dans le système SWIFT international. Il n'y a plus de transfert de fonds possible. Donc même si la Russie voulait aider, ce serait difficile, ce serait impossible. Encore que ces réserves en euros n'existent plus, ces réserves de change en euros n'existent plus, ces réserves de change en dollars n'existent plus, et voilà les seules devises qui malheureusement fonctionnent dans notre zone monétaire. Puisque donc, la Russie a décidé de travailler en rouble et en yuan uniquement. Donc la Russie ne peut même pas aider ni le Mali, ni pas plus qu'il ne peut aider un autre partenaire africain. Oui. C'est devenu très très compliqué. La Russie n'a plus de réserves et le peu de réserves en euros ou en dollars qu'il a, ça lui permet justement de se ravitailler sur le marché international en un certain nombre, je veux dire, de biens pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer, je vais dire, son arsenal militaire dont il a besoin énormément sur le front ukrainien. Donc, il y a trop de manipulations, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de manipulations que les gens ne voient pas pour justement démontrer l'échec, n'est-ce pas, des gouvernements en transition, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, au Niger et même en Centrafrique. Merci Edmond Kouyaté. Eh bien, on va terminer en parlant de cette attitude du FMI qui parle d'une procédure d'urgence pour, je cite, rétablir une balance de paiement négative pour le Mali qui a donc des difficultés à s'octroyer des sommes ou alors une aide auprès de l'UEMOA. Alors le FMI est aujourd'hui décrit comme une roue de secours, le sauveur justement, oui, le Messie pour le Mali très très en difficulté aujourd'hui pour venir l'aider dans ce noir financier qu'il traverse aujourd'hui. Et pourtant, il n'en est peut-être pas totalement la réalité. Que représentent réellement ces 120 millions de dollars, rien que face au PIB du Mali? Je suis très, je veux dire, content de voir l'emphase que vous mettez sur une certaine terminologie, c'est-à-dire lorsque vous parlez des terminologies utilisées par le FMI, c'est le fait rechercher. Il faut démontrer que le Mali suffoque, le Mali adhère, le Mali peine à s'élever, le Mali c'est un pays en cessation de paiement. Il faut même démontrer qu'il n'y a plus âme qui vivent au Mali. C'est-à-dire que pour ceux... voilà. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas sur place au Mali, quand ils entendent ce discours, ils ont l'impression que il n'y a plus de vie là-bas. Non. Lorsqu'ils parlent, n'est-ce pas,
de la situation du Mali au sein de l'UEMOA. Mais il faut qu'ils disent la vérité. Justement, les fonds du Mali sont gelés là-bas. Le Mali a des fonds là-bas, mais dont il n'a plus accès. Et donc, si le Mali se retrouve en situation de solde négative à l'UEMOA, ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'on bloque ses fonds. Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas attacher les deux mains et les deux pieds de quelqu'un et lui demander de sauter de lui demander de sauter sur 2 mètres. Et quand il ne peut pas le faire, vous démontrez qu'il est le plus nul et le plus médiocre de la terre. Ça participe de ce que j'appelle la manipulation. Je vous ai dit, la manipulation, c'est pousser quelqu'un à la faute et, n'est-ce pas, le critiquer vertement pour sa réaction. Et donc, quand vous parlez de 120 millions, écoutez, ça a l'air costaud, convertissons ça rapidement dans nos francs. En francs CFA. Ouais, ça va aller chercher dans une soixantaine de milliards. Que représente 60 milliards pour un pays comme le Mali qui a un budget d'environ, je ne sais pas, 4 000 milliards, 4 à 5 000 milliards. Que représente 60 milliards? Vous voyez un peu? Alors, c'est comme ça qu'on nous entube. Et on donne l'impression que sans eux, nous ne pouvons plus vivre. Mais que représente 120 millions de dollars? Je vous ai dit converti en CFA, allons, même par extrapolation, mettons ça à 70 milliards de francs CFA. Mais que représente 70 milliards? Ce n'est même pas le budget d'un département ministériel au Mali. Ça ne représente même pas le budget d'un département ministériel. Si vous prenez par exemple un département important au Mali comme, je ne sais pas, l'éducation, ça ne représente pas le budget de l'éducation. Ça ne représente pas le budget de la santé. Ça ne représente pas le budget de la défense. Non. Écoutez, le Mali a eu des problèmes tout simplement parce que, premièrement, il prenait de l'énergie du côté de la Côte d'Ivoire. Et à cause des bisbilles qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Mali, tout le monde sait pourquoi la Côte d'Ivoire a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie au Mali. Le Mali avait un projet de construire un ensemble, n'est-ce pas, de centrales thermiques. Ce n'est pas encore terminé. Et donc, le Mali, c'est normal que le Mali ait des problèmes. Si vous supprimez l'énergie, le Mali, en ce moment, achète l'énergie trop chère. C'est normal. Ok. Dernièrement, on a découvert de l'hydrogène. Le Mali, c'est l'un des rares pays qui produit de l'hydrogène brut. Ils ne sont pas nombreux. D'autres pays, pour avoir de l'hydrogène, sont obligés de prendre, n'est-ce pas, du gaz pour transformer et avant d'obtenir l'hydrogène. Mais le Mali a de l'hydrogène, donc il peut avoir de l'électricité. Mais ça, c'est des projets qui sont mis en place et dont les premiers effets positifs vont se récolter dans un moyen terme, là, au moins le temps de construire. Et du fait justement que beaucoup des partenaires du Mali, notamment la Russie, la Turquie et l'Iran, soient en ce moment un peu en difficulté. Ça fait que ces projets connaissent une certaine lenteur dans leur décollage. Et donc, c'est normal que, n'est-ce pas, les effets se fassent ressentir et tout de suite. Donc, il ne faudrait pas donner l'impression que le Mali, c'est un pays carrément qui est en train de s'écrouler. Non, ce n'est pas vrai. L'objectif, in fine, recherché ici, c'est de démontrer l'incapacité, l'inconsistance et l'incohérence du gouvernement de transition qui fait un très beau boulot et qui met à mal les ambitions et la mission, n'est-ce pas, des Occidentaux n'est-ce pas, ces ambitions-là qui étaient celles, justement, de partitionner le Mali et de garder pour eux la partie la plus riche du Mali où il y a beaucoup de gisements d'or, justement d'hydrogène et beaucoup d'autres ressources. Donc, c'est ça l'ambition. Donc, ce n'est pas qu'au Mali. J'ai souvent entendu
Même au Cameroun, pour donner 30 milliards, on plastronne, on tambourine, on jaspine, on fait beaucoup de tapage, on a accordé des facilités de décaissement au Cameroun. Quand tu t'en vas demander, on te dit 40 millions de dollars. Dis donc, 40 millions de dollars et ça fait autant de bruit. Ça ne réussit même pas à payer sur l'année nos fonctionnaires. Je dis seulement nos fonctionnaires. Et donc, vous pouvez faire quel investissement sérieux avec 120 millions Cassandra, dites-moi, je sais que vous n'êtes pas de formation ingénieur, mais est-ce que vous pensez qu'avec... Bon, ok, d'accord, le Mali a des problèmes d'électricité. Oui. Vous pensez qu'avec 120 millions de dollars, soit, comme je vous l'ai dit, même en extrapolant 70 milliards de francs, vous pouvez construire un véritable barrage ou alors des centrales qui puissent fournir de l'énergie à combien de mégawatts vous pouvez fournir avec 120 millions de dollars. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, vous estimez que quelqu'un suffoque, il a trop de problèmes et vous venez jeter une goutte d'eau dans la mer, vous dites non, nous avons aidé. Non, le problème, c'est qu'il faut garder une corde qui maintienne en laisse, n'est-ce pas, je vais dire, tous les pays et qui, n'est-ce pas, étiole progressivement leur ambition, n'est-ce pas, de souveraineté et d'indépendance. C'est de ça dont il est question. Il faut, justement, il faut effriter, il faut charançonner les piliers de leur souveraineté. Il faut, je vais dire, corroder et éroder un peu plus les piliers de leur indépendance, de manière en sorte qu'ils soient tout le temps dépendants, qu'il y ait toujours des raisons de faire appel à vous. Oui. Parce que une fois qu'on va leur donner les 120 millions, je ne sais pas sous quelle forme, comme je vous le disais tantôt, mais ils vont plus respirer. On ne va plus les laisser tranquilles. Demain, on va commencer à leur payer. Ah, il y a le service de la dette. Et derrière, on va leur poser toutes les conditions de la terre. Parce qu'on va te rappeler qu'il y a le service de la dette. Ah non, tu sais qu'on t'a donné 120 millions. C'est de cette façon qu'on va les tenir en laisse. C'est de cette façon qu'on va commencer à leur refaire du chantage. Et après, on va lui dire, non, tu sais, vraiment, si tu ne payes pas, tu sais, si tu ne peux pas payer, il faut que tu organises les élections et que tu partes. On sait tous comment ça se passe sur le terrain géopolitique. Okay. Et donc, dommage que c'est des choses qui ne sont pas très bien comprises chez nous. Et dommage que le contexte contraigne finalement le Mali à s'adresser, je vais dire, on dit souvent chez nous, quand tu te noies, même si c'est sur le serpent, tu t'accroches. Dommage que ce soit comme ça, mais je voyais le Mali, n'est-ce pas, décoller autrement et c'est des parties définitivement de toutes ces organisations de vassalisation et, n'est-ce pas, d'absorption, n'est-ce pas, de nos souverainetés. Merci Edmond Kuaté pour ces analyses. Et bien sans transition, nous allons aborder la question concernant la présence américaine, la présence militaire américaine particulièrement. On parlait déjà de cela donc tout à l'heure, et notamment au sein des guerres africaines, sur le territoire africain en tout cas. À chaque fois, les États-Unis sont pointés du doigt. Au Soudan, que ce soit dans d'autres pays, en tout cas, les États-Unis ont toujours été pointés du doigt, mais en ce moment, on a l'impression que les États-Unis sont eux aussi vomis par l'Afrique. Les États-Unis ont été chassés par le Niger. Aujourd'hui, le Tchad donne l'impression de vouloir se séparer totalement de ce partenaire sur le plan sécuritaire, en remettant même en question les accords militaires qui les relient ensemble. Mais l'une des interrogations aussi serait, est-ce possible à un moment où les États-Unis donnent l'impression d'être un tout petit peu affaiblis par les guerres, Israël, Palestine, Ukraine et autres, maintenant Israël également, Iran, est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? La question principale, c'est est-ce que les pays africains peuvent profiter de cet instant de faiblesse et créer un revirement de situation sur le plan sécuritaire? Est-ce que les Africains peuvent profiter de ce moment de faiblesse? Il y a un ensemble de préalables. Lesquels? Vous savez, la meilleure façon de comprendre certaines choses, c'est d'observer la nature. Ok. Observer la nature. C'est-à-dire observer cette partie de la nature qu'on dit essentiellement instinctive, c'est-à-dire qui n'est pas douée de raison, qui est dépourvue d'intelligence,
Mais observez-les, observez comment ils fonctionnent. Et vous comprendrez qu'in fine, on est en droit de se demander si ce n'est pas l'homme qui est dépourvu de raison. Quand vous regardez comment ça fonctionne dans la jungle, par exemple, lorsque les buffles sont menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ils comprennent tout simplement que les lions ont une façon de fonctionner. Ils isolent un buffle et ils l'attaquent en meute. Et c'est facile, n'est-ce pas, de le vaincre. Mais une fois que les buffles comprennent aussi qu'il faut former une horde autour de ces lions-là, la défaite est toujours du côté du prédateur. Tant que les Africains vont continuer de fonctionner en rang dispersé, tant que le malheur du Niger ne sera pas le malheur de toute l'Afrique, tant que le malheur du Mali ne sera pas le malheur de toute l'Afrique, tant que le malheur du Tchad ne sera pas le malheur de toute l'Afrique, et que chacun va croiser les bras et regarder le Mali se débattre en disant ben, c'est un peu son affaire, oui. Moi j'en ai rien à foutre, tant que ce sera le tour, n'est-ce pas, du Niger, et que tout le monde va croiser les bras et dire ben écoute, c'est son affaire, il n'a qu'à se débattre comme il peut. Et bien quand ça sera fini, quand on en aura terminé avec lui, on va toquer les portes du voisin. Vous voyez? Donc, pour rester un peu sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je vais dire quoi? Lorsque les lions réussissent à isoler un buffle et que les autres réussissent à fuir, non, ce n'est que le temps de 48 heures qu'ils digèrent, ok? Le buffle qu'il a mangé il y a 48 heures. Et quand il a fini de digérer, il faut bien qu'il bouffe autre chose. Et c'est toujours les mêmes buffles qu'il va aller chasser. Donc si vous êtes 100 et qu'à chaque fois il doit isoler 1, 2, tuer et puis continuer, il va toujours, n'est-ce pas, avoir gain de cause sur vous. Je veux dire que tant que vous ne comprenez pas que votre survie dépend de votre unité, et que votre salut dépend de votre capacité à vous mettre ensemble pour concevoir des stratégies de défense, vous serez toujours très petit et très vulnérable vis-à-vis du prédateur. Les États-Unis, j'entends souvent dire que c'est, n'est-ce pas, le siège de la démocratie, des libertés, de tout ce que vous voulez, vous aimez bien dire. Mais les États-Unis ne doivent leur hégémonie qu'à une seule chose: la domination. Le rapport de force. Ils ne croient qu'au rapport de force. Ils ne croient pas à la négociation. Ils ne croient qu'au rapport de force. Et c'est pour ça que quelqu'un définissait ça d'une très bonne façon. Je me souviens, il disait, les Américains ont une façon de concevoir les relations internationales. Ce qui est à moi, ça ce sont les Américains. Lorsque vous êtes sur une table de négociation, ils vont vous dire ce qui est à moi est non discutable. Ce qui est à toi est discutable. C'est comme ça qu'eux ils voient le monde. Quand c'est à lui, c'est non discutable. Il est prêt à user de tous les moyens de force pour te prouver que c'est à lui. Quand c'est à toi, il faut qu'on regarde bien si c'est vraiment à toi. Et donc ils fonctionnent comme ça. Ils n'étaient pas au Niger, n'allez jamais croire. C'est pour ça que je suis toujours un peu stomaqué de voir certains Africains croire en des notions telles que la philanthropie, l'aide. Oh, les Américains sont là pour nous aider. Mais bon Dieu, on envoie 1500 DIs des États-Unis pour venir aider les Africains. Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi est-ce que les Américains doivent venir? Ils doivent envoyer 1500 militaires avec bagages, armes et tout ce que vous voulez pour venir s'installer au Niger pour vous aider. Aider quoi sur vous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'Américains à aider? Il faut faire très attention. Non. Quand ils s'installent quelque part, c'est pour des intérêts stratégiques, fortement stratégiques, et pour leurs intérêts à eux. Il faut que les gens comprennent que les Américains n'ont que cure. Vraiment, ils n'ont rien à cirer de ce que vous voulez ou de ce que vous ressentez. Quand ils s'installent quelque part, c'est d'abord pour eux. Ils ont un intérêt stratégique
Et puis bon, maintenant il faut maquiller ça sous des formes humanitaires et autres. Bon, la lutte contre le terrorisme, la lutte pour la sauvegarde de machin et tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est le discours qui passe. Et donc, si les Africains pouvaient s'organiser de manière à dire que véritablement, on ne veut plus qu'un pays à lui seul prenne la décision d'accepter sur son sol, même de manière souveraine. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Vous comprenez un peu? Vous avez vu que lorsque Emmanuel Macron a décidé d'envoyer les troupes, il a parlé des troupes françaises. Mais tous les membres de l'OTAN ont dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ça dit que les gars te disent, écoute, on partage un édifice, et on est tous colocataires, donc il n'est pas question que tu prennes la décision de modifier à toi sur la structure de cet édifice. Pourquoi est-ce que nous qui partageons des édifices, ici quand je parle d'édifices, notamment je fais allusion à un nombre d'organisations sous-régionales et même régionales que nous avons en partage, notamment CEMAC, CEAC, CEDEAO, SADC, et je vais plus loin jusqu'à l'Union africaine. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas n'est-ce pas, prendre un ensemble de décisions qui soient contraignantes pour tous les pays? Parce que je vais vous dire une chose, Sandra. Lorsque le Tchad, à lui seul, décide d'accueillir sur son sol, par exemple, près de 20, n'est-ce pas, armées de différents pays sur son sol, il abrite sur son territoire plusieurs bases militaires, dont nous qui partageons avec le Tchad, la CEMAC, nous ne connaissons pas les missions. Effectivement. Nous ne connaissons pas les missions de ces armées. Ni même les réels effectifs. Ni même les réels effectifs. Et lorsque on se rend compte que ce sont ces gens qui fournissent armes et munitions à un ensemble de groupes, n'est-ce pas, de nébuleuses, et qui leur fournissent même des formations, et qu'ils viennent jusqu'à s'attaquer à nos pays, mais quand même, on devrait quand même demander, le Tchad devrait nous demander notre avis pour pouvoir accueillir sur son sol, même si le Tchad c'est un pays souverain, mais il n'en demeure pas moins que nous avons en partage un ensemble de choses. Et donc, s'il doit accueillir un ensemble, n'est-ce pas, je vais dire de bases militaires qui pourraient avoir des effets négatifs sur nos pays à nous, il est quand même, on a quand même un droit de regard. On peut quand même lui dire, ben, écoute, jusqu'ici, pas plus loin. Donc, ce n'est que chez nous que ça se passe comme ça. Et ces gens-là mettent en place des stratégies de division, comme on le dit trivialement, diviser pour mieux régner. Alors, ils mettent en place des stratégies pour mieux nous diviser, pour davantage, n'est-ce pas, isoler un pays, se servir de lui et réussir un ensemble de missions. Lorsque Yaoundé décide, par exemple, que je ne veux pas accueillir une base militaire sur mon sol, et qu'on décide d'aller l'installer en N'Djamena, entre N'Djamena et Kousséri, c'est le même village. Ça veut dire qu'ils ont réussi. Si vous avez réussi qu'ils s'installent à Yaoundé et qu'ils sont installés à N'Djamena, tout près de Kousséri, ils peuvent exactement mener les mêmes missions. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que on se pose toujours la question, mais d'où est-ce que les armes sophistiquées, les armes de dernière génération, d'où est-ce que cela passe pour arriver entre les mains d'une nébuleuse comme le Boko Haram et tout ce qui menace la partie septentrionale du Cameroun? Et donc pour dire que quoi? Pour dire que il n'y a pas... ça sera difficile pour un seul pays de manière, je vais dire, isolée, de prendre la décision d'aller contre, n'est-ce pas, ces superpuissances-là. Ça va être très très difficile. Mais si aujourd'hui, on profite de la fébrilité qui est la leur, du fait qu'ils sont sur plusieurs fronts, lorsque le Niger prend la décision, par exemple, de repousser, de fermer les bases, vous avez entendu un seul cri de l'Union africaine? Non. Est-ce que l'Union africaine s'est levée pour les accompagner et leur dit, bon d'accord, si ce n'est qu'une question de terrorisme, nous allons constituer nous-mêmes des troupes, on va envoyer là-bas pour essayer de se substituer à l'armée américaine le temps que le terrorisme se calme? Non, vous n'entendez pas l'Union africaine parler. Vous n'entendez pas la CEDEAO, c'est une autre affaire, ils ne sont même plus membres de la CEDEAO. Voilà, donc. Mais est-ce que vous entendez l'Union africaine parler? L'Union africaine devrait justement encourager, je vais dire, le Niger dans ce sens-là. Parce que
vous ne pouvez plus parler de souveraineté sur votre territoire à partir du moment où vous accueillez sur ce même territoire des bases, n'est-ce pas, militaires étrangères. Vous parlez de souveraineté comment? Puisqu'ils sont là avec des moyens sophistiqués que vous-même, vous n'avez pas, votre armée n'a pas. Donc, ils vous espionnent, ils vous épient, ils voient tout ce que vous faites, ils interpellent, ils interceptent même vos conversations. Le président parle, ils ont les moyens d'intercepter parce qu'ils ont des moyens de technologie assez sophistiqués que ils peuvent contrôler jusqu'aux communications du président de la République, des ministres, des membres du gouvernement et autres. Vous comprenez un peu? Je vais embrayer toujours sur un autre sujet. Vous avez vu hier M. Tshisekedi aller plastronner sur le perron de l'Élysée en disant qu'il s'en va supplier Macron de condamner le Rwanda. Mais dis donc, c'est pas possible. Est-ce que nous n'avons pas honte en Afrique? Mais il est su. Il est connu de tous, ce n'est plus un secret, si oui un secret de polichinelle, que la sécurité du Congo est mise à mal avec la contribution du voisin rwandais. C'est su, c'est connu. Les rapports sont là. Mais seulement, c'est également connu que le Rwanda ne le fait pas, n'est-ce pas, de son propre chef. C'est connu également que le Rwanda est appuyé dans cette mission par justement toutes ces puissances occidentales-là qui profitent, n'est-ce pas, pour siphonner, puiser à souhait, n'est-ce pas, je vais dire, les ressources, les ressources stratégiques, n'est-ce pas, dont regorge le sol congolais. Est-ce qu'il appartient à l'agressé ou alors à la victime du vol d'aller se plaindre chez le receleur, d'aller demander l'aide du receleur pour attraper le voleur? Non, mais soyons sérieux. Mais la France profite de cette activité criminelle qui se passe au Rwanda. Comment est-ce que M. Tshisekedi peut encore aller solliciter l'aide de la France pour arrêter le soi-disant voleur qui est le Rwanda, alors que quand le Rwanda vole, c'est justement auprès je veux dire, de cette même France et de ses compères qui s'en va écouler le produit de son vol? Comment est-ce qu'on peut rationnellement penser que c'est encore à la France qu'il faille aller s'adresser? Et vous avez suivi le discours assez mièvre de M. Macron quant à la condamnation. Il dit: j'exhorte le Rwanda. Alors que M. Tshisekedi allait dans le sens justement de demander des sanctions, de dire à Macron d'exiger des sanctions contre le Rwanda. Il n'a pas prononcé ce mot. Il ne peut pas le faire. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. N'attendez, je vous ai dit, je vous ai fait un schéma. Vous avez un voleur, vous avez une victime et vous avez un receleur. Alors, évidemment, le voleur ne peut être encouragé que par le receleur qui, à la fin, recèle justement le fruit du vol. Mais comment est-ce que la victime va aller demander au receleur: s'il te plaît, condamne il faut faire qu'on enferme ce voleur? Non, il ne peut pas. Puisque si on enferme le voleur, lui-même le receleur, il n'a plus rien. Il ne sera plus rien. Et donc, voilà autant de choses. Il appartient à l'Afrique, et je le dis toujours, tant que nous n'allons pas comprendre que notre destin, c'est à nous de le construire. Parce que l'Occident, est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est le fruit de leur propre travail. Nous ne sommes pas, ce n'est pas, quand il fallait construire l'Occident, ils ne sont pas venus nous solliciter. Je n'ai jamais vu les présidents occidentaux ici pour venir demander au Cameroun, au Tchad, au Gabon, comment vous pensez que nous allons construire l'Union européenne. Quand ils font même leurs réunions, leurs assemblées, vous ne voyez pas une couleur noire là-bas. Ce n'est qu'ici, pour qu'on fasse un petit sommet, non, vous comptez dans la salle plus de leucodermes que d'Africains, que de Bélaninais. Et donc, c'est cette incongruité-là. C'est cette façon biscornue de faire les choses qui fait en sorte que l'Afrique reste encastrée, n'est-ce pas, dans des choses, embrigadée dans des choses assez complexes qui, du coup, grèvent un peu sa souveraineté et sa capacité à pouvoir, à pouvoir émerger d'abord en tant qu'entité État-nation et ensuite en tant que continent. Tant que nous n'allons pas sortir de ces schémas pour pouvoir créer, n'est-ce pas, des logiques de bloc, comme le disaient justement nos prédécesseurs, Kwame Nkrumah, qui avait très vite compris
ils étaient un peu en avance sur le temps. Ils ont dit, tant que les États africains ne vont pas se mettre ensemble, face à ces géants-là, on ne va pas s'en sortir. Et justement, aujourd'hui, on se rend compte, j'ai été meurtri de voir M. Touadéra, après tout ce qui s'est passé, voir M. Touadéra, la queue entre les jambes, aller du côté de la France, dire qu'il va négocier les partenariats gagnant-gagnant. Non mais écoutez, arrêtez-nous cette terminologie. Vous croyez que depuis 60 ans, la France ne sait pas ce que veut dire gagnant-gagnant? C'est aujourd'hui que la France va comprendre ce vocabulaire. Le terme gagnant-gagnant n'existait pas. C'est né hier. On a inscrit ça dans le dictionnaire hier. Non, attendons, soyons un peu sérieux. De quoi est-ce que vous allez parler? Moi, je l'ai toujours dit. Depuis que il faudrait que les gens se posent la question. Depuis que les présidents africains se succèdent au perron de l'Élysée, font une photo, bavardent, vont faire ceci, vont rencontrer, qu'est-ce que ça nous a apporté? Mais tant qu'on ne peut pas chercher des solutions en interne, tant qu'on ne va pas avoir le courage, parce que quelqu'un disait il faut plus de courage pour porter sur soi le réel que pour traquer l'impossible, tant qu'on ne va pas avoir ce courage de porter sur nous le réel et de nous dire le devenir de l'Afrique passe par l'Afrique et par les Africains. Tant qu'on va toujours croire que le Messie, c'est à l'Élysée, c'est à Washington, c'est à Birmingham, c'est à Buckingham Palace, c'est à machin. Non, on n'aura rien compris. On va faire exactement comme disait Einstein. You know, we are insane. That is, we doing same thing again and again, and we expect to obtain a different result. We are insane. C'est-à-dire, j'aime le dire en anglais parce que c'est plus profond. Sens. Oui, parce que en français c'est un peu, c'est plat. C'est un peu plat. C'est-à-dire, Einstein expliquait justement la folie qui consiste à faire exactement la même chose encore et encore et espérer avoir des résultats différents. Mais écoutez, depuis que nos présidents se succèdent à l'Élysée, depuis qu'ils s'en vont faire des discours là-bas, ça nous a donné quoi? Moi, j'attendais que M. Tshisekedi qu'il prenne le peuple africain à témoin. Oui. Il s'agit de l'Afrique. J'attendais qu'il prenne le peuple africain à témoin, qu'il aille, n'est-ce pas, devant l'ONU, qu'il fasse un discours et qu'il demande à ses pairs, je veux qu'on trouve une solution. Trouvons une solution aux problèmes congolais et rwandais. Qu'il dise à ses pairs, réunissez-moi avec mon frère Paul Kagame. Mettons-nous ensemble. Qu'on prenne des doyens, il y a des doyens en Afrique. Le président Biya est un doyen aujourd'hui qui peut dire à M. Kagame, venez, et à M. Tshisekedi, venez, je veux vous parler. Laissons les problèmes de politique interne, ça n'a rien à voir. Mais au moins, c'est un doyen, M. Biya. M. Sassou, c'est un doyen. M. Comment vous l'appelez encore? Obiangema, c'est un doyen. On a des doyens aujourd'hui en Afrique qui peuvent appeler leurs cadets et leur dire, écoutez, arrêtez de nous faire honte. 50 millions de morts, c'est beaucoup depuis 30 ans en RDC. On ne peut plus tolérer ça. Chaque fois que vous ouvrez la radio dans le Kivu, à l'est de la RDC, c'est des viols, c'est des massacres de femmes et d'enfants. Les images que vous voyez, c'est des enfants qui, n'est-ce pas, baluchons sur la tête, petit sac, petit matelas sur la tête, qui parcourent des kilomètres parce qu'on est venu jeter des bombes dans leur maison. Ils dorment je vais dire à la Belle Étoile, ils dorment dans des forêts, on les viole et tout ça. Non, si nos présidents africains, si nos doyens ne peuvent par là, Edmond Kouyaté. Oui, excusez-moi, je suis un peu passionné par cette question parce que écoutez, ça fait mal. Ce sont nos Africains, ce sont nos frères africains. Ils meurent tous les jours et c'est devenu même un sujet trivial. Oh, il y a eu 150 morts, oh, on a violé 50 femmes, et puis ça devient un sujet d'actualité, un fait d'actualité, on en parle. Donc, moi, je pense que M. Tshisekedi, s'il est sérieux, qu'il aille vers les doyens, qu'il laisse l'Élysée, Washington et tous les autres, qui sont les receleurs de tout ce qui se passe chez lui, qu'ils viennent vers les doyens et qu'ils leur disent, mettez-moi dans la même salle que mon frère Kagame et qu'on se dise les vérités et qu'on trouve le moyen de sortir. Même s'il faille qu'on partage, n'est-ce pas, la richesse que nous avons sur notre sol, que cela ne passe pas par des pertes de vie
des Congolais. D'accord, merci. Merci infiniment Edmond Kieté. Sur la dernière question concernant la présence américaine en Afrique, on retient de vous que les Américains ne seront jamais totalement chassés de l'Afrique si les pays africains agissent de manière solitaire et de manière isolée. Il faudrait donc une sorte de réunion ou alors de bloc contre cette présence américaine et un soutien. Et peut-être une toute petite perche à laquelle vous ne répondrez pas forcément parce qu'il n'y a plus assez de temps. Comment demander à l'Union africaine de réagir à cette rupture d'accord entre les États-Unis et le Niger quand au même moment, la Côte d'Ivoire décide de revoir son partenariat avec US Africa. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Regard Panafricain, sur la radio 96.3 FM, de nous avoir regardés sur nos plateformes. C'est terminé. On se retrouvera très très bientôt pour une autre émission. Merci à Kele qui était à la mise en onde de ce programme. Au revoir Kinshasa et à très bientôt.